Les Suisses qui soutiennent la monarchie française, ça nous évoque surtout l'épisode du 10 août et la prise des Tuileries. Le sacrifice ultime des Suisses qui sont les derniers défenseurs de la monarchie. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres cas dans l'histoire où les Suisses ont vraiment sauvé la monarchie qui était à deux doigts de périr ou d'être modifiée. Surtout, ont sauvé la personne royale. Les Suisses et la monarchie française, c'est une histoire qui remonte à Louis XI. Donc, Louis XI, qui était un fin politique, a d'abord utilisé les cantons suisses pour vaincre son adversaire de toujours, qui était Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Louis XI a trouvé très avantageux que ce soit les Suisses, les cantons suisses en tant que tels, qui affrontent le Téméraire, notamment au cours des batailles de Morat et de Granson. C'est parce que les Suisses ont vaincu cette belle armée de Charles le Téméraire, très professionnelle, parce que les Suisses les ont définitivement vaincus et dispersés à Morat et à Granson, qu'ensuite Louis XI pourra attaquer à son tour le Téméraire, qui sera vaincu à la bataille de Nancy. Plus prosaïquement, Louis XI sera assez impressionné par les Suisses lors d'une bataille qui se déroule près de la ville de Bâle, Saint-Jacques-de-la-Bise, qui est alors une bataille entre confédérés, une sorte de guerre civile, mais où il y aura un acte héroïque qui le marquera. C'est une petite avant-garde de confédérés, 1200 hommes, qui devra affronter 50 000 autres Suisses du camp ennemi. Et ces 1200 hommes se feront, plutôt que de reculer, se feront anéantir les uns après les autres. Il sera assez marqué par cet épisode qui montrera vraiment la valeur militaire des Suisses. Et pourtant, il y a quelque chose de très surprenant, cette alliance, cette amitié entre le Royaume de France et la Confédération helvétique. Il n'y a rien de plus démocratique que la Confédération suisse, cet ensemble de cantons qui ont une grande habitude, très grande habitude des votes populaires, qui se bâtit sur le populaire, ou même leur armée, c'est une armée de piétons, de la piétaille. Il n'y a pas de chevaliers, il n'y a pas de cavalerie, ce ne sont que des combattants à pied issus du peuple, qui exercent leur droit de porter les armes qui leur avaient été accordées par l'empereur du Saint-Empire romain. Mais il se trouve que paradoxalement, les Suisses vont exceller dans l'art du combat d'infanterie et vont l'emporter sur la chevalerie. Alors ça commence par la mythique bataille de Morgarten, où les confédérés vont anéantir la belle chevalerie des Habsbourg par une embuscade dans un défilé de montagne. Donc, la puissante chevalerie des Habsbourg va être anéantie par une armée de montagnards, en fait, tout simplement. Et ensuite, au fil du temps, ils vont améliorer leur art du combat et puis surtout l'utilisation de la pique. Ça va devenir des fantassins qui combattent dans des formations serrées de piquiers, donc qui forcément vont l'emporter sur la cavalerie. C'est grâce à cette tactique, à cette nouvelle tactique pour l'époque, qu'ils vont l'emporter à Morat et à Granson, donc contre Charles le Téméraire. Très vite, Louis XI va vouloir recruter, au fur et à mesure de ces différentes guerres, ce qu'on appelle alors des bandes de Suisses, qui seront levées par intermittence. On lève 6 000 hommes pour une campagne qu'ensuite on renvoie chez eux, successivement. Très vite, Louis XI voudra avoir en permanence ce qu'on peut appeler une garde personnelle composée d'une centaine de mercenaires suisses qui deviendra le corps des 100 Suisses, qui sera attaché à la personne royale, qui le protégera nuit et jour, qui sera vraiment la garde rapprochée au sens propre du roi de France. Cette idée inspirera d'autres souverains, et notamment le pape, puisqu'en 1506, Jules II, à son tour, recrutera des Suisses pour former sa garde rapprochée, garde qui existe encore aujourd'hui, puisque c'est la garde suisse pontificale. Les Suisses au service de la France seront ensuite employés au cours des guerres d'Italie, sous Charles VIII, et notamment sous Louis XII. Avec François Ier, il y a un petit changement de situation, puisque là, les Suisses vont être les ennemis de la France.
Tout comme beaucoup d'autres souverains européens, les Suisses vont avoir, la Confédération suisse va avoir des prétentions sur le Milanais, toute cette région autour de Milan. C'est aussi le cas de François Ier. Une grande bataille va avoir lieu, assez connue. Enfin, en tout cas, la date de cette bataille est assez connue, 1515 Marignan. Ce qui l'est un peu moins, c'est l'endroit où elle s'est déroulée, donc au nord de l'Italie, et ce qui est encore moins, c'est qui elle a opposé. Donc c'est les troupes françaises du roi François Ier contre des soldats suisses des 13 cantons que formait la Confédération. Marignan sera une victoire française. Une victoire française, mais une défaite qui ne coûtera pas cher à la Suisse, enfin aux Suisses plutôt. Puisque à l'issue de la victoire de Marignan, François Ier signera un traité de paix perpétuelle, qu'on appellera la paix de Fribourg en 1516, traité évidemment qui garantit une paix entre la Confédération et le Royaume de France et qui ne sera rompu qu'en 1798. Et en parallèle, une alliance militaire est signée où les cantons mettent à disposition du roi de France des soldats, ce qu'on ne peut pas appeler des mercenaires, mais voilà, des soldats suisses. On ne peut pas vraiment parler de mercenariat, parce que dans la plupart des cas, le mercenariat, alors il y a des mercenaires de tous les pays, hein, dans l'armée royale, il y a des Allemands, des Hongrois, des Irlandais, des Anglais, vraiment de toutes les nations. Mais la différence avec les Suisses, c'est que ces mercenaires souvent s'engagent à titre individuel, ils n'y vont que pour l'argent. Tandis que dans le cas des Suisses, le mercenariat est réglé par ce qu'on appelle des capitulations, donc des accords signés entre le roi de France et des cantons. Le roi de France a des soldats et en échange, les cantons, en particulier les dirigeants de ces cantons, ont quelques avantages, enfin ont beaucoup d'avantages, notamment monétaires. En Suisse, le départ des mercenaires est donc très réglementé. Pendant les guerres de religion, les Suisses vont toujours être un important soutien pour le roi et pour le parti catholique, notamment. Alors que paradoxalement, beaucoup de cantons ont adhéré à la réforme, notamment les Zurichois et les Bernois. Donc, tout d'abord, c'est plutôt les cantons catholiques, comme les Vaudois, qui vont fournir des hommes au roi de France. Mais ensuite, très vite, la couronne va renouer des accords avec les cantons protestants, garantissant quelques privilèges aux Suisses protestants qui y servent, comme la liberté de culte, ce qui est assez étonnant. C'est lors de la bataille de Dreux que les Suisses vont vraiment sauver la monarchie en tant que telle. La bataille de Dreux se déroule en 1562 et oppose l'armée royale commandée par Anne de Montmorency et le duc de Guise contre le prince de Condé et l'amiral de Coligny. De premier abord, c'est plutôt les Huguenots, les protestants, hein, qui ont l'avantage. Leurs troupes sont composées en grande partie de Français et de mercenaires allemands. Du côté de l'armée royale, le centre de la ligne est formé de 6000 Suisses et sur leur droite d'Espagnols, de Français et de Français qui viennent de Picardie et de Bretagne sur leur gauche. Dès les premiers mouvements de la bataille, les Suisses vont avancer trop en avant et vont être complètement isolés des deux ailes qui devaient les couvrir. Ils vont être pris à partie par la cavalerie des Huguenots, cavalerie qui chargera en masse sur les carrés de piquier et qui sera refoulée. Carré de piquier, ça forme un rempart impossible à attaquer, impossible d'ouvrir une brèche. Et donc du coup, la cavalerie huguenote ne pourra que tourner autour de ce carré, tirer quelques coups de pistolet et sera obligée de battre en retraite. Puis très vite, c'est les mercenaires allemands à leur tour qui vont charger, puis le reste des troupes protestantes qui vont assaillir ce carré suisse qui se trouve vraiment isolé au milieu du champ de bataille, qui vont l'assaillir de tous les côtés, sur le flanc, en arrière, en avant. Beaucoup de Suisses vont tomber, mais ils ne battront pas en retraite. Et même encore mieux, au moment de la charge des Allemands, ils vont contrecharger et continuer à gagner du terrain, par là même en s'isolant du reste de l'armée royale. Très vite ensuite, au fur et à mesure, le nombre de Suisses va se réduire au fur et à mesure. Le grand carré va diminuer
à diminuer jusqu'à former des petits carrés. Les Suisses sont à deux doigts d'être anéantis jusqu'à ce qu'enfin le duc de Guise fasse intervenir l'aile droite de l'armée française et dégage ses soldats en mauvaise posture. Par la suite, du coup, l'armée protestante aura tellement usé ses forces contre cet unique petit carré suisse que ce sera très facile ensuite pour l'armée royale de passer à l'attaque, de balayer les forces protestantes et notamment de capturer le prince de Condé. Si les Suisses n'avaient pas joué ce rôle majeur pendant la bataille, il est très probable que l'armée royale aurait perdu le combat et que les protestants n'auraient plus ensuite eu qu'à marcher sur Paris. Évidemment, le roi de France va leur être extrêmement reconnaissant. Ils vont jouer un autre rôle majeur en 1567 avec ce qu'on appelle la surprise de Meaux. C'est au début de la deuxième guerre de religion. Le conflit officiellement n'a pas encore repris. Le roi est allé se réfugier à Meaux et rassemble des troupes. Le parti protestant sent que quelque chose va se passer et décide de prendre les devants en capturant le roi. Il était Charles IX à l'époque. Et celui-ci va faire appel encore à une forte troupe de Suisses, 4000 Suisses qui ont été levés dans les cantons sous le commandement d'un fameux officier, Louis Pfiffer, qu'on surnommera par la suite le roi des Suisses. Ces 4000 hommes vont arriver juste à temps pour entrer dans Meaux, prendre possession de la ville et surtout protéger le roi et sa famille. Ils vont rester 3 jours et sur les conseils de Pfiffer, le roi ensuite va se mettre en route vers Paris. Mais la route est aux mains des protestants, ce qui représente un certain danger. Et les 4000 Suisses vont du coup encadrer la famille royale, la protégeant des forces protestantes qui les menacent de part et d'autre, formant un carré autour du roi au moment les plus critiques et vont ainsi parcourir la route de Meaux à Paris et mettre en sécurité Charles IX qui rentrera à Paris acclamé par la foule. On dit que Charles IX aura eu la plus grande peur de sa vie. On dit qu'il n'aura jamais marché aussi vite, notamment, et qu'il aurait remis l'ordre de Saint-Michel autour du cou, sa propre chaîne autour du cou de Louis Pfiffer, et l'aura autorisé, notamment, à apposer les fleurs de lys de la monarchie sur son blason. Par la suite, en fait, ce corps de troupes qui avait été levé pour l'occasion, qui avait été levé directement en Suisse pour sauver le roi, deviendra la garde suisse du roi, la garde personnelle, donc un deuxième corps en plus des 100 Suisses. Ensuite, sous Henri IV, les Suisses continueront à jouer des rôles majeurs lors de la bataille d'Arques, la bataille d'Ivry. Et même si le roi a changé, même si ce roi en plus était protestant, seront toujours un fidèle soutien de la monarchie, ce qui ne sera pas le cas d'autres mercenaires étrangers. Voilà, ce qui fait qu'on est au-delà d'un simple mercenariat, on parle plutôt de service étranger.